Sim et le bricolage au programme des grosses têtes dans la nuit des temps du 27 mai 1997 en compagnie de Philippe Bouvard, Olivier Lejeune, Thierry Roland et Isabelle Quenin. Question de Madame Biglézer de Paris. Dans quel classement la souris et l'éléphant se trouvent-ils aux deux extrémités? Le plus gros et le plus petit. Non. Le plus intelligent, non. Mammifère. Tous les deux sont des mammifères, exactement. Mais l'un est au début du classement. Ah, c'est la reproduction, c'est la gestation. C'est la L'éléphant, gestation. 11 mois et... 21 jours pour les souris, 760 jours pour les éléphantes. Bonne réponse d'Isabelle Quenin. Cet homme dans un zoo qui est pris d'un petit besoin naturel, qui s'arrête devant la cage des éléphants, puis il fait son petit besoin, puis un éléphant qui dit à l'autre dans sa cage, et tu crois qu'il peut boire avec ça? Question de Monsieur Palais d'Aurillac. Quel est le palais le plus vaste du monde dont la construction a demandé 323 ans? L'Escurial. Non. Le Taj Mahal? Non. La Grande Muraille de Chine. C'est pas un palais, hein? Non, mais presque. La cité interdite alors, non? Non, Buckingham Palace? Non. non, C'est aux Indes. non. En Europe? Oui. À Madrid. Non, on ne dit rien, on le lâche. En Italie. Ah, pas mal. Non. En France? Oui. Le Louvre. Trocadéro? Oui. Ah, le Louvre? C'est le palais du Louvre. Ah, bah Pourquoi oui. aller chercher à l'autre bout du oui, monde bien sûr. ce qu'on a chez nous et qui n'est pas mal, hein? Oui. Bonne réponse de Thierry Roland. Et qui est toujours en travaux d'ailleurs. Oui, ah oui, mais ça va être beau On pourrait quand ça va être continuer. fini. Ça Non, continue. Ça va être beau quand ça va être fini. Ah oui. 99, ils ont dit. C'est bientôt. La Oui. première tranche. Non, 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 non. Ah bon, Là, tout ça sera tout fini. De toute façon, ces immeubles, ces édifices sont tellement grands qu'à chaque fois qu'un travail est fini, il faut en reprendre un autre. Hein. C'est comme Notre-Dame de Paris. C'est toujours en travaux, ça. Ouais, c'est vrai. Moi, il y a longtemps que j'ai fini mes travaux de ravalement parce que je suis tout petit, mais... C'est vrai. Tu parles de ta maison? Non, oui, oui, merci. Et pourtant, c'est un sacré bricoleur, hein? Ah oui. Moi, J'aime bien. J'ai visité son atelier. J'aime bien travailler avec mes mains, c'est pour ça que j'ai eu tant de succès auprès des femmes. J'ai ma petite Black & Decker qui fonctionne encore bien. Mais il y a plus de vis que de tournevis dans votre atelier. Un peu, oui, mais toute une question du manche, vous savez. Je monte en kit. Et non pas en kilt. Qu'est-ce que vous bricolez généralement? Oh, les filles que je rencontre de temps en temps, mais... Non, en ce moment, je suis en train de me faire une commode. Je fais une commode Louis XV. Oula. Je vous précise qu'elle sera fausse, hein. Oui. Une Parce belle que copie. vous travaillez le bois aussi. Ah oui, je travaille le bois. J'adore le bois. C'est tellement noble, c'est formidable. Le fer aussi, non? Non, le fer, alors là, c'est à repasser, ça. Mais le bois, je travaille ça avec des gouges, des ciseaux à bois. Vous savez ce que c'est qu'une gouge? C'est pas Josiane Balasco dans Le Gazon Maudit, hein. Non. Une gouge, c'est un petit instrument pour creuser le bois qui est légèrement incurvé. C'est très joli, hein. Puis le bois, ça vit, ça. Quand je sculpte, j'entends. Ah, vous le faites souffrir. Non, le bois jouit. Ah oui, oui, oui. Dans le sens de la longueur. Faut jamais faire jouir du bois dans le sens de la largeur parce que vous le faites éclater. C'est comme une femme. Faut savoir l'apprendre. Pas uniquement dans le sens de la longueur, mais le travail d'une gouge et d'un burin. Moi, j'ai l'impression quand je sculpte du bois que je suis un amant. Que je sors de chez Maupassant qui m'aurait donné une pièce de bois à sculpter pour faire Belle Amie, par exemple. Oui. Oh là là. Et quand vous êtes sur une pièce de bois, ça vous gêne pas qu'il y ait un nœud? Oh non, mais c'est beau ce qu'il vient de dire. Qu'entendez-vous par là? Non, mais et en plus, j'ai vu, il a vraiment un atelier avec plein d'outils. Non, mais c'était émouvant ce qu'il disait, c'était beau, et puis vous, tout de suite, badaboum, là. Ouais, c'est vrai, ça m'a un peu gêné quand il m'a parlé d'une... Oh là là. Ça, c'est triste, Philippe, finalement. Je suis assez jaloux, moi qui je suis jamais arrivé à poser un clou, un moi seul non plus. clou de ma vie. Alors là, moi. Vous avez un sur le nez en ce moment. Et pourtant, vous en avez planté, vous, hein, dans votre vie. Moi, je sais même pas charger une roue, alors c'est pour vous dire. Eh ben, écoutez, on devrait partir en vacances ensemble. On hein. se emmerdait si on crève. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de Monsieur Folenfant. Quel est le travail d'un cardinal camerlingue lors du décès d'un pape
Il fait l'intérim. Et de l'élection qui suit. Non, il prépare l'élection. Il prépare le mort. Il prépare l'élection. Il organise ce qu'on appelle le conclave. Ben, il l'a dit encore. Il est fabuleux. Bonne réponse de Thierry Roland. Ah oui, là. On se souviendra qu'en 97, sur les ondes de RTL, on a entendu dire à Thierry Roland, c'est le Camerlingue qui organise le conclave. La surprise est de taille. C'est la surprise du chef. C'est marrant quand il y a fumée noire, fumée blanche. Moi, j'aime bien. Vous aimez bien la fumata, hein? Ouais. Ah, il oui. n'y a pas eu depuis longtemps, hein? Oh bah attendez. On en a eu 2 en 33 jours. Oui, il y en a eu 2 rapidos. Ah, oui. Mais à ce moment-là, ils vont couper le Vatican en 2 parce qu'il y aura l'espace fumeur et l'espace non-fumeur. C'est vrai que ce sont les seuls qui communiquent encore comme les Indiens. Avec des fumées, des ronds de fumée. Ouais. Mais en plus, ça n'avait pas arrangé la chapelle Sixtine, hein, parce que de faire du feu là-dedans. Bah, oui. Ce qui est étonnant, c'est le tam-tam. Quand le pape est mort, on entend le pape est mort, le pape est mort, le pape est mort. Le tam-tam. Oui, avec la fumée des Indiens, on entend le tam-tam à l'intérieur du Vatican. Vous avez pas entendu ça? Non. Ah, si, moi non plus, mais... Question de Monsieur Pacotte de Lamray. En Russie, qu'est-ce qu'un apparatchik? Quelqu'un qui fait partie... De la nomenclatura. Système. Fait partie de la nomenclatura. Ouais, comme les communistes. Il a travaillé pour la transparence. Attendez. C'est un grossium. C'est un manœuvre du parti. C'est pas un grossium. Non, c'est un petit de la base. C'est un décideur. Un grand fonctionnaire. C'est un fan. C'est un décideur. Non. C'est partie de la structure, non? C'est... C'est pas toujours un décideur, mais... C'est un monsieur qui a de l'argent. Non, pas du tout. Il fait partie du système voilà. en place, du système politique. C'est un partisan. Et puis les croix forment... Alors, on dit pas un partisan, on dit que... Il a la carte du membre. Et de la carte du parti. Alors là, La carte du parti. La je carte dis. du membre. bah, c'est pareil, le membre et les partis. Il est membre du parti, il a la carte de... Enfin, il fait ce qu'il peut. Voilà, Mais oui. il est dans le système. C'est un gros membre du Voilà. parti. Actif. Il a une photo avec son membre et c'est parti, quoi. Bon, écoutez, oui, c'est à peu près ça. En fait, c'est un membre qui est souvent influent, Convaincu. mais surtout permanent, Actif. qu'on retrouve dans les rouages du parti et à qui on peut faire appel dès qu'on en a besoin. Je pense que pour son lapsus, il faut attribuer la paternité et la maternité de cette bonne réponse à Isabelle Quenin. Question de Monsieur il en cherche une Blavier. difficile, là. Vous voulez quelque chose de difficile? Non, mais je vous vois chercher, donc je me dis, il en cherche une ou très facile. parce qu'il Non, est plus concerné. facile, c'est-à-dire bon, j'élimine les difficiles maintenant que je sais à qui j'ai affaire. Vous voulez quelque chose de difficile? Alors prenez-moi. C'est maintenant ou jamais. Hein. Oh, il faut pas attendre demain. C'est drôle comme ça se garde pas. Hein. C'est vrai? Alors, question de Monsieur Parrain. À quel territoire donna-t-on d'abord le nom d'Inde occidentale? En Amérique? Oui? Le Brésil? La Louisiane? Non? Non, Bah, c'est l'Amérique elle-même. Exactement, Bien sûr. car Christophe Colomb croyait Pensait découvrir les que Indes. Ah oui. il avait atteint l'Asie. Bonne réponse de Sim. Question de Monsieur Ménérol de Clermont-Ferrand. D'où vient l'expression casser sa pipe? C'est parce qu'on mettait sur les gens qui étaient malades une pipe dans la bouche et puis dès qu'ils perdaient connaissance, la pipe Exactement, tombait. Exactement. D'ailleurs, on le faisait aussi pour les opérés sur lesquels on intervenait sans anesthésie. On leur demandait, pour qu'ils ne crient pas, de serrer le tuyau de la pipe. Et quand elle tombait et cassait, c'est que le patient était mort. Bonne réponse d'Olivier Lejeune. En parlant de condamnation à mort, vous voyez cette histoire du français, de l'italien et du flamand qui sont condamnés à la guillotine. Et puis alors il y a le français qui met sa tête et puis tout d'un coup le coup près tombe et s'arrête à 1 millimètre du coup, miracle. On ne sait pas ce qui s'est passé. On gracie le français. Arrive l'italien, même chose, incroyable. On fait retomber la lame et hop, elle s'arrête à 1 millimètre. Et puis c'est au tour du flamand. Alors le flamand, on prend un bon bol d'air, il lève les yeux au ciel et puis il fait il y a un nœud à la corde. Oui, bon, d'accord, je l'en fais. Non, mais celle-là, vous pouvez la travailler, nous la représenter dans quelques mois. D'accord. Mais à propos de casser sa pipe, moi j'ai eu une aventure comme ça. Ma première dame a été interrompue par ma sœur qui a frappé à la porte de ma chambre. J'étais avec la dame et qui m'a dit, il y a papa qui te demande. Et là, elle m'a cassé ma pipe. Était-ce vraiment utile et souhaitable? Non. Mais est-ce que la vie n'est faite que de choses utiles? Franchement, je vous le demande. C'est vrai.
vous sera beaucoup pardonné pour ce souvenir d'enfance précoce. Hein. Oui. Oh non, j'avais quand même 21 ans. Hein. Ah oui, ah oui. C'était la première. Oui, oui. La fille en avait une petite quarantaine, quoi. C'est la tailleuse de mon père. Non, quand c'est tailleuse, c'était la femme du tailleur de mon père qui faisait ses vêtements. Ah oui. C'est pas avec elle que vous aviez fait ça dans une armoire normande Oui. qui vous était tombé dessus? J'ai pas pu le faire non plus, j'ai pas eu de chance avec cette dame-là. C'était pendant la guerre. Oh, je me permets de la raconter une deuxième fois pour nos camarades qui ne la connaîtraient pas. Donc la femme du tailleur de mon père, qui n'était pas tailleuse en vêtements, mais qui aimait bien les jeunes gens. Mon papa m'avait dit, tiens, je me fais faire un costume pendant la guerre, c'est rare. Il a trouvé un coupon de tissu. Et il m'a dit, viens, peut-être que tu pourras bénéficier de mes restants pour te faire une culotte courte. Alors, j'arrive là, et pendant que le tailleur prenait les mesures dans le bas de la boutique, avec mon père, quoi, il y a la tailleuse qui me dit, montez au premier, j'ai des coupons de tissu, alors, elle me dit, je vais prendre vos mesures. Je la voyais arriver, hein. Et je grimpe au premier, et elle ouvre une superbe armoire où il y avait dans l'armoire des coupons de tissu. Et comme le coupon qu'elle voulait atteindre était au dernier rang de la hauteur, elle dit, est-ce que vous voulez me tenir? Et moi, je sentais bien où elle voulait aller. Elle monte comme on a tous fait pour grimper sur le rayon du bas, elle met ses pieds, et moi, je la tiens par la taille, comme ça, et je la sentais complètement frétillée. Et à un moment donné, je l'entends qui fait « Ah !» Je dis « Ça y est, elle part. » Donc, c'était l'armoire qui foutait le camp. Et l'armoire, heureusement que les deux battants étaient ouverts, bang, elle tombe. Heureusement, on a évité l'écrasement parce que le haut de l'armoire est tombé sur le dossier d'un canapé qui était un peu plus loin. On était comme dans une tente, quoi, comme une sorte de canadienne. Et là, à ce moment-là, elle a commencé à me déshabiller, à me sauter dessus, à me défaire, à me passer la main partout. Et malheureusement, le tailleur est arrivé en criant Christiane, je sais pas si c'est Christiane, non. Et j'étais obligé de descendre. Et mon père, qui n'était pas dupe de ça, une fois que nous étions sur le trottoir, il me fait, tu sais, maman pourra très bien te prendre tes mesures, mais là, il n'y a aucune armoire qui nous tombera dessus. Vous avez une éducation sexuelle mouvementée. C'est un beau souvenir. Ouais. Ah oui. Je me la suis faite dans une barque, quand même, cette dame. Dans une barque. Dans une barque. Parce qu'on était inondés. J'avais la chance d'habiter une petite rue en bordure de Loire. Et l'hiver, il y avait les crues, bien sûr. Bon, et je me souviens, on traversait la rue, elle habitait pas loin de là, en bateau. Et à un moment, j'ai pris l'allée, on appelait le mail, et sous les platanes, je me suis fait la bonne femme par une légère houle. Oh. Ça aide. J'avais mis les rames dans le bas de la... Quand je l'ai ramenée chez elle, elle avait les marques dans le dos de la... Et des planches. Du truc, tu sais, que le carène. fond de la barre de la carène, voilà. Voilà. Il a l'air tout ému quand il raconte ça, je trouve ça très mignon. Parce que... Et dans un lit, vous avez jamais essayé? Oh non, mais il n'y a pas de risque. C'est très émouvant pour un jeune homme de raconter ça. Enfin, pour un jeune homme. Quelle vie, hein? Ah oui, c'est pas fini, croyez-moi. Hein. Mais dans votre petit village, c'était la partouze continuelle, alors? On m'appelait le coq. Ah oui? C'est à cause de la crête. Direction le grand studio d'RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps du 27 mai 1997 autour de Philippe Bouvard, Sim, Olivier Lejeune, Thierry Roland et Isabelle Quenin. Question. Une histoire qui courait sur Jacques Chazot, qui était parti faire un cycle de conférences en croisière sur les bonnes manières. Vous savez qu'il était très féru tout ça, et donc un jour, paf, le bateau coule et Chazot se retrouve à l'eau, accroché très élégamment à une petite bouée, et tout à coup face à lui il y a un requin. Alors Chazot, complètement affolé, dit qu'est-ce que je vais faire? Il sort de sa poche un petit canif en or de chez Boucheron, une petite merveille. Et à ce moment-là, le requin lui dit: enfin Jacques, du poisson avec un couteau. Ah, c'est mignon. Et ça lui ressemble d'ailleurs, parce que il est venu ici d'ailleurs les premières années. C'était une grosse tête très spirituelle et très bien élevée. Très bien. Ce qui n'est pas toujours votre cas, hein, je tiens à le dire. Moi?
Toi, t'es pas grand canif que t'as sorti dans ta barque. Je suis rarement graveleux, monsieur Bouvard. Il y a pire, hein. Il y a pire, c'est vrai. C'est vrai. Mais enfin, vous êtes un bel obsédé quand même. Hein. Oui. Et vous, peut-être pas, non? Alors, question de monsieur Menant de Bourges. Quel film a réuni 2600 femmes? Bénur. Strata? Non. Un film américain? Non. Potemkin? Non. Un film qui a vraiment fait date. Et Jamais le dimanche? Et par son sujet, et par le talent du metteur en scène. Français? Non. Le film? Américain? Non. Non. Anglais? Non. Italien? Oui. Riz amer? Fellini? De Fellini. La nuit? Non. 8,5. Je vous dis 2600 femmes. Le titre. Oui, La Cité des femmes. La Cité des femmes. Vraiment, ouais. Bonne réponse d'Olivier Lejeune. La Cité des 2600. femmes. Qu'est-ce qu'il est? Moi, il m'a présenté quand j'ai tourné pour lui la dot chez la Luna. Je déjeunais tous les jours avec lui au studio. Et à chaque fois, il avait autour de lui 4 ou 5 des bonnes femmes énormes. Et il y avait Violetta Massina qui était dans son petit coin, qui fumait comme une pompière, qui buvait plein de café. Et elle me disait, je l'aime tellement que je le laisse aimer les autres. Ah, c'est joli. C'est joli. Mais il aimait les monstres, hein, en plus. Oui, bah, il m'a engagé. Comment, demande Madame Tolson, appelle-t-on des petites planètes dont le diamètre ne dépasse pas 500 km? Les météorites? Non. Oh bah non, ça, météorite, c'est plus petit quand même. Non. Ah si, c'est pesé, il allait dire astéroïde. Astéroïde, oui. Astéroïde, il a Oui, dit. il a Lui, il a dit. Il a dit asté, mais il s'est arrêté. Encore un miracle. Ouais. Bonne réponse de Thierry Roland. Mais j'étais pas sûr, alors. Oui, il était tellement... Attendez, ça venait d'une bouche que je n'attendais pas, et c'était dit tellement timidement Oui, parce que j'étais pas sûr. Confondé avec hémorroïdes. Question de Mademoiselle Fritz de Cornimont. En quoi consistait naguère ce qu'on appelait le commerce du bois d'ébène? Ah, c'est l'esclavage. La traite des Noirs. La traite des Noirs, et Les oui, grillés. les esclavagistes. Et c'est une bonne réponse collégiale mixte. Et ça a disparu fort tard, hein? Oui. Il y a même encore, je crois, de la traite dans certains clubs sportifs. Non. Les transferts. Ah, on appelle ça des transferts maintenant. Des garçons qu'on prend dans un pays lointain et qu'on oblige à travailler en France, hein, Oui. Non, mais ils veulent sous la bien. menace d'un gros chèque. Non. Avec des bas salaires. 2 fois 45 minutes. Ouais. Non, mais ils sont bien payés, hein. Oui. Ouais, tu le regrettes, ça, non? Ce qui n'était pas le cas. Que je sois si bien payé. Ah non, pas du tout. Est-ce que tu es bien payé, toi? Moins que les joueurs de football. Oui, mais Ça dépend des fois. Oui, mais je cours moins vite qu'eux. Et je saute moins loin. Oui, mais vous sautez encore plus souvent. Hein. Oh, Non? Oui, mais pas sur le ballon. c'est pas une certitude. Ça se calme? C'est pas une... Non, mais c'est eux que ça se calme pas. Est-ce que ça coupe les jambes avant un match? Paraît que non. Non? D'après. Oh non, moi je suis là pour en témoigner. C'est parce que je joue pas au football. Mais... Mais les troisièmes mi-temps sont quand même très hautes en couleur. Hein. Mais pas au foot, c'est le rugby. Ah, c'est surtout au rugby, oui. C'est le Au rugby? Au rugby Ah, plus oui. qu'au foot. Pourquoi? Parce qu'ils sont... Mais parce qu'ils sont plus bons vivants. Oui. Je pense. Il y a une tradition. Il y a une Puis d'abord, ils sont pas tradition. payés. Ça vient de. Oh, si, ils sont payés maintenant, mais ça vient de petits villages. Ouais. C'est plus la famille. Ah, ça, c'est spectaculaire. Hein. Ah oui, je le vraiment. verrais bien dans une troisième mi-temps. Ah oui? Il fait le ballon. Enfin, Parce que quand vous êtes coincé par des mecs qui font tous 2 mètres pratiquement et qui pèsent 100 kilos, c'est dur de s'échapper. Hein. Et alors là, Mais qu'est-ce qu'ils font exactement? oh ben ils font tout. Une mêlée. Une mêlée ouverte. Ils boivent, ils vous arrosent, ils reboivent, ils vous re-arrosent. Ils chantent. Ils mangent. Moi, je me suis trouvé une fois dans une troisième mi-temps. Je faisais un gala dans un coin du Sud-Ouest, et après il y a eu un cocktail très animé, et il y avait un monde fou. Il y avait Spanghero, Lequel, Walter? Walter. Ah ouais. Ouais, bon. Walter. Et il y avait Bob Castel, mon pianiste, qui était là, qui me dit tout bas, mais comme il a une voix haute, Spanghero entend, il dit « Oh, t'as vu Spanghero, quelle gueule d'abruti il peut avoir !» Spanghero se retourne et croit que c'est moi qui a dit ça. Il m'a pris par la cravate, il m'a relevé Ah oui, oui, au-dessus oui. de tout le monde, Ah oui, oui. il m'a dit « Tu répéterais ce que t'as dit ?» J'avais du mal parce que j'ai été obligé, alors là j'ai lâchement dénoncé Bob Castel parce que je me suis dit c'est pas possible. Ah mais Walter,
C'est un personnage exceptionnel. Et ça s'est bien terminé. Hein. Il a, comme beaucoup de sportifs, il a passé 50 ans maintenant. Il joue au golf. Puis un jour, il y a un de ses potes qui lui dit, mais c'est une histoire vraie, ça lui dit, dis donc, mais avec ta taille comme ça et tout, tu dois avoir un handicap. Il dit, ben putain, bordel, oui, j'ai un handicap. T'as vu les mains que j'ai, avec les doigts que j'ai, je peux pas aller chercher la boule dans le trou. Il a les doigts tellement gros, il peut pas aller chercher la boule dans le trou. Il dit, c'est un drôle de handicap, hein. Oh putain. Ah. On a tourné un sujet sur eux parce que c'est une famille extraordinaire. Et alors ils vivent tous avec la maman qui a les mêmes mains que ses fils. Elle a des battoirs extraordinaires et elle les mène mais à la baguette. Walter et tout ça, il file droit devant maman. Hein. Ouais. Et vous savez que c'est très drôle parce que moi je vais très souvent au Pays Basque, Biarritz, où il y a le BO et l'Aviron Bayonnais. Et alors de temps en temps, il y a des équipes de rugby qui descendent pour jouer des matchs. Et puis ils reprennent l'avion comme tout le monde le dimanche soir. Et je peux vous dire que maintenant Air Inter et les autres, ils ont tellement la trouille du foutoir qu'ils mettent dedans. Il n'y a plus une seule hôtesse. C'est que des stewards qui ont des tailles de deuxième ligne, donc ils sont aussi grands qu'eux, parce que c'est hallucinant. Les sorties de match, c'est n'importe quoi. Ah oui. Sébastien, c'est quelque chose. Retour. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.